parce que dans le cadre de la loi COS, les revenus locatifs ne sont imposés que sur 15% du revenu locatif. En plus, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais d'assurance à payer. Et donc, finalement, dès que les gens commencent à être imposés, c'est intéressant. On a même le cas de propriétaires qui ont investi spécifiquement pour achat, pour les mettre à disposition. Donc, c'est quand même un dispositif important. Au niveau national, ça représente au moins 4500 logements pour achat. Ça, c'était mon premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est vous n'êtes pas sans savoir que les difficultés du logement, donc de réinsérer et d'autres choses. Donc, il y a un vaste mouvement qui s'est créé donc, depuis cet été pour protester contre la difficulté des ONG et donc avec des revendications très légitimes, donc la récupération des logements vacants, la réduction des résidences secondaires, la réduction des locations saisonnières d'été. Et donc, 33 associations du monde social du Pays Basque se sont associées pour une grande manifestation qui aura lieu le 20 novembre. Et donc, c'est quand même important, parce que là, c'est quand même, il y a quand même un certain nombre d'associations purement basques, mais il y a aussi des associations nationales, comme le Secours catholique, comme la Fondation Abbé Pierre, comme Habitat Humanier, comme Aterbea, qui participent et qui sont partie prenante de cette manifestation, auxquelles je vous suggère fortement de participer. Merci. Donc, c'est le 20 novembre à 14 h. Et pour la première partie, il faut contacter Habitat Humanisme. C'est juste pour que les gens puissent, voilà. On va commencer avec un seul micro pour démarrer. On va essayer d'en avoir un deuxième pour après. Donc, là, pour rentrer dans... Merci beaucoup, Jérôme, pour ces précisions depuis ce matin. Et là, cet après-midi, enfin ce soir plutôt, on va parler maintenant d'habitat participatif. La thématique, la question à laquelle on va tenter de répondre avec les différents intervenants, c'est pourquoi et comment faire participer les habitants à leur projet d'habitat. Je vais peut-être commencer par laisser chacune, j'allais dire chacun et chacune, mais chacune se présenter en quelques mots et présenter sa structure, si ça vous va. On va faire ça peut-être chacune du tour, en commençant par Sonia. Rapide, c'est ça, vraiment c'est juste pour constituer. Alors, du coup, je présente la société Techno, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Je suis la présidente. Il y a un mode opératoire un peu différent. On est une société privée, on est surtout, on a surtout dans les domaines de l'habitat, quel que ce soit du logement, que ce soit de façon générale sur l'urbanisme ou la ville. Et on est 20 adhérents. Donc, on est une société à but non lucratif. Et on est une société qui travaille avec une démarche collaborative parce que les 20 associés adhérents participent à la réalisation de nos projets. Donc, en tout cas, à les faire évoluer, puisque ces 20 adhérents sont tous du milieu de l'habitat. Donc, nous avons des architectes, des urbanistes, des commerciaux, des gens qui sont spécialisés dans la concertation, dans l'urbanisme, etc. Voilà. Merci. Bien. Moi, je représente l'habitat participatif pour les seniors. Nous étions deux au départ, deux amis, à se dire que on parlait de plus en plus des EHPAD, des maisons de retraite, oui. Et donc, nous n'avions pas du tout envie de terminer notre vie dans une maison de retraite ni dans un EHPAD. Et donc, l'idée a mûri comme ça et nous sommes passés à l'action, disons, en fin 2017. Et là, on a
exprimer notre désir de ne pas terminer nos dernières années seul, surtout le problème d'être seul, et ni en maison de retraite. Donc, la solitude, on en a un peu parlé ce matin. C'est vrai que c'est néfaste pour la santé physique et mentale. Elle mène à un rétrécissement progressif des liens sociaux. Et enfin, la solitude accélère les processus de vieillissement. Donc, à partir de ces bases-là, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour ne pas vieillir seul, pour éviter. Voilà. Après, sur la présentation, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Là, c'est vraiment d'avoir une rapide présentation de qui est qui. Voilà. Et puis, je vous laisserai continuer peut-être tout à l'heure, si ça vous va. Bonsoir, Nathalie Victor-Jean, je suis architecte. Depuis déjà quelques années maintenant que je suis installée, et quand j'ai commencé mes études d'architecture, dès le départ, j'ai été très intéressée par tout ce qui concernait la question de la transmission de la culture architecturale. Et quand on parle de transmission de la culture architecturale et urbaine, on arrive très vite à la question de la participation, qui est le sujet de ce soir. Et finalement, depuis toutes ces années de pratique, je me dis qu'il y a 3 sujets qui m'intéressent, et finalement, je brode autour de ce triptyque depuis pas mal d'années, qui est la participation citoyenne et notamment toutes les cultures autour de l'éducation populaire. La deuxième, c'est les questions environnementales qui sont de plus en plus prégnantes par les temps qui courent. Et le troisième, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire comment aujourd'hui imaginer d'articuler différemment, peut-être d'une manière un petit peu plus, avec l'homme et les individus au cœur des développements économiques. Et quand on réfléchit, appliqué à l'architecture, appliqué à l'urbanisme, ces 3 éléments dans tous les projets, on voit qu'on arrive à faire des projets qui sont particulièrement intéressants et différents. Et finalement, il n'y a peut-être pas tant de hasard que ça si aujourd'hui j'accompagne le projet du Tendre Vert qui, pour moi, réunit totalement ces 3 éléments-là. Et c'est ce qu'on développera tout à l'heure. Voilà, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, peut-être déjà plus du projet lui-même et aussi du côté comment ça se passe quand on est architecte pour ce genre de projet. Bonsoir, moi je suis Valérie Capdeville. Je suis habitante à la résidence participative du pôle Terra Arte à Bayonne. Et on a aussi créé un projet, on est en train de créer un projet de ferme collective au Pays Basque avec d'autres habitants de Terra Arte notamment. Voilà. Merci Valérie. Et alors avant de vous redonner la parole, on va peut-être commencer, ça va être pour toi, par une vidéo qui présente un petit peu ce qu'est l'habitat participatif. C'est une vidéo du COL, il me semble. Donc, c'est une petite vidéo de 6 minutes pour rentrer un petit peu dans le sujet. Continuer sur la table ronde. Is this sense of suffocation justified? You're my muse. C'est passé comment ce confinement à Terra Arte? Ah, Terra Arte, c'était très très bien, magnifique. Tous les soirs, la chanson française pour l'hôpital. On a joué avec les autres copains. On n'a pas respecté les distances d'1 mètre, mais on ne s'est pas touché. C'est ça l'avantage. Alors, je suis présidente de l'association Sarah. C'est-à-dire que depuis 2012, on a lancé ce projet d'habitat très partagé, très mixte, très participatif. Alors, il y a d'abord une mixité générationnelle, donc il y a des jeunes, des étudiants, des seniors. Il y a une mixité personnes valides, personnes handicapées. Il y a une mixité un peu culturelle, il y a des gens de plusieurs origines. Il y a une mixité économique. Je suis Julie, j'ai 35 ans et donc je me suis engagée dans le projet Sarah avec mon mari Julien, 35 ans aussi, et nos 2 enfants, Léon et Louis. Ce qui nous a motivés, c'était l'aventure, pouvoir participer à un projet comme celui-ci, participatif, avec des gens de tout horizon. Participatif, pour moi, ça veut dire, oui, participer dans la mesure du possible, parce que ça dépend de la capacité de chacun. Mais proposer, par exemple, l'aide aux devoirs avec les petits dont
je suis parfaitement capable. C'est dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, un quartier réputé très chic, très cher. Et c'est très bien d'avoir un projet comme ça dans un quartier très chic, très cher. Et nous, on est assez chic, bien sûr, pas trop cher et pas du tout spéculatif. On est allé chercher notre promoteur parce qu'on voulait avoir un bailleur social pour conduire le projet, qu'on n'était pas capable de le construire nous-mêmes. Bien, le col, il a apporté d'abord tout l'aspect, la sécurité financière. C'est lui qui porte toute l'opération financière, ce qui n'est quand même pas rien, loin de là. Nous, on a beaucoup travaillé, mais on n'a pas déboursé un centime. Et c'est le col qui a pris tous les risques. Et puis, il nous a apporté aussi beaucoup de souplesse, c'est-à-dire le col a réussi à inventer au fur et à mesure qu'on avait des demandes particulières, il a réussi à inventer des solutions particulières. Par exemple, contre la spéculation, il a apporté des solutions particulières. Et ça, c'était quand même très inédit et assez fantastique. Ici, on est sur la grande dalle, le grand jardin partagé. Super. Voilà. On se croirait sur le bassin. Et le participatif, au-delà d'être dans les étapes de construction, c'est aussi comment on va vivre ensemble, comment on va partager les choses ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Je suis super content, ça y est, enfin, on va pouvoir aménager. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ça fait 4 ans qu'on attend ça, on a la remise des clés. Mais l'appartement, nous, on l'avait dessiné. C'est magique de passer d'un dessin à la réalité. Le projet Habitat Senior Participative, que l'on porte depuis 2 ans, arrive à une phase importante puisque le permis de construire est déposé. L'architecte a pris en compte tous nos desiderata et le permis de construire est le reflet de 1 an de travail. Très contente, j'attends avec mes cartons. C'est impeccable. Je suis ravie. Très heureux. Je fais une lettre au Père Noël ce soir en rentrant pour le chèque. C'est bon. Nous avons souhaité inscrire une salle de convivialité. Nous avons aussi prévu une buanderie, une chambre d'amis qui a été transformée en studio, puisqu'on se dit que nous vieillirons et nous aurons peut-être besoin de quelqu'un qui nous accompagnera dans notre dernière partie de vie. Et ensuite, nous avons une salle d'activité qui sera au rez-de-chaussée et ouverte sur l'extérieur. C'était un souhait de la municipalité de Bayonne. Vieillir tout seul dans son coin, des fois, quand il fait beau, ça va, mais quand il fait pas beau, des fois, les journées sont un petit peu longues. Voilà, donc, mais en prenant de l'âge, c'est pas marrant. Je suis très content de connaître de nouvelles personnes. Je pense qu'on va bien se marrer, parce que c'est parti pour en tout cas. Bonjour, moi je suis Lucie et là c'est Marlo. On vient d'être cooptés pour le projet La Pujade Heureux à Toulouse, en centre-ville. Le projet dans sa globalité me plaît énormément, me séduit beaucoup, mais j'attendais de voir ce qui se passait dans le groupe. C'est hyper important, c'est nos futurs voisins, cohabitants. Et c'est vrai que le groupe est vraiment, il y a une très belle énergie. On est tous sur la même longueur d'onde alors qu'on a vraiment tous des âges différents, on a des périodes de nos vies différentes. Il y a des mamans toutes seules comme moi, il y a des couples qui vont demander chacun un appartement qui ne vivent pas ensemble, il y a des jeunes parents avec des enfants en bas âge. Gaston, c'était votre cooptation? Voilà, réussi. Je trouve que c'est un très bon groupe parce que les enfants ils étaient très gentils, ils ont joué avec moi et ils sont voisins dans 3 ou 4 ans et donc je suis content. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les enfants font du basket. Donc on va demander un panier de basket dans la cour collective. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, le tas de tous ces emblèmes me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aimera. Laisse les autres te t'aiment, les autres problèmes, viens avec moi. Donc là, on vient de terminer sur Terra Arte. On a vu aussi un petit passage sur AG Partage. Mais du coup, on va enchaîner peut-être avec Valérie, qui fait partie des habitants de Terra Arte et qui était là dès le début du projet. Est-ce que, Valérie, vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce genre de projet? Comment ça s'est passé, en fait, la création la mise en place de cet habitat participatif? Il ne marche pas celui-là?
Je vais regarder là en attendant. Donc, avant le projet de Terra Arte, on a eu l'idée avec des copains d'essayer d'acheter un immeuble à plusieurs. Puis on a vu qu'on n'était vraiment pas, on était un peu trop poète pour gérer le projet du début à la fin. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui me parlaient de ce projet du col d'habitat participatif, qui me disaient non, mais ça te correspond et tout, vas-y. Et donc, je suis allée à une première réunion et c'était au tout début, donc ça devait être en 2013-2014. Et donc, là, on a commencé des réunions, on n'était pas très nombreux. Donc, Terra Arte, on est 46 logements. Et au début, on était une dizaine de familles à être intéressés par ce projet. Et pendant les 2 ans de réunion, ça a changé. Il y a des familles, il y a des vies qui changent. D'autres, ils trouvent notre opportunité, ils quittent les réunions, ils quittent le projet Terra Arte pour d'autres projets. Et puis, ensuite, il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a beaucoup de fluctuations sur ce temps préparatoire avant la construction des bâtiments. Bon, bref, on est arrivé à 46 logements. Donc, les derniers étaient peut-être moins dans le participatif que les premiers qui sont arrivés depuis le début dans le projet. On a décidé d'avoir une salle polyvalente en commun, une buanderie, un potager, une salle bricolage. Et après, on a des endroits où on a un endroit où on garde le matériel pour le jardin. On a une terrasse collective aussi. Et la terrasse, je ne sais pas si c'est une terrasse commune. Les locaux vélos, ouais. Et tout l'entretien, donc on a 2 structures. On a un syndic de copropriété comme tous les autres, comme toute autre résidence. Et ensuite, pour les espaces partagés, on a une association syndicale libre, une ASL, qui gère les espaces partagés et la participation de tout le monde. C'est important de dire que c'est aussi en accession sociale. Oui, c'était un projet porté par le COL en accession sociale. Oui. Okay. Vous voulez ajouter quelque chose sur Terra Arte? Ouais. Du coup, je vais juste, comme on n'a qu'un micro, on va faire ça un petit peu. Du coup, vous êtes aujourd'hui dans cette résidence-là. Et là, vous allez commencer vous êtes maintenant dans un autre projet qui va s'appeler Uartegia, qui va être, vous allez aller un petit peu plus loin dans le participatif, avec un projet qui va aller jusqu'à l'écolieu agricole. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Et aussi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui? Donc d'abord, c'est une très belle expérience, Terra Arte, qui a plein de belles rencontres, et aussi le fait que ça soit en accession sociale. On sort de l'entre-soi, quoi. Ça aurait été avoir une résidence avec que des gens très écolos, ça aurait été peut-être plus simple, mais ce n'est pas la même aventure. Là, on est 46, on se connaît tous, on n'est pas tous tout le temps d'accord, mais ce n'est pas grave. On sait que s'il y en a un qui a besoin, on est toujours là. On trouve toujours quelqu'un pour s'entraider, et ça, c'est quand même une super aventure, Terra Arte, je tiens à le dire. Et ensuite, Uartegia, donc on a le projet de créer une ferme avec habitat collectif. Donc, l'idée, c'était d'aller plus loin dans le fait de sortir en fait, du système de copropriété pour aller plus vers la propriété collective. Donc, ça, par l'intermédiaire d'une coopérative qui sera propriétaire de l'habitat. Pour les terres, on espère pouvoir louer à l'Ursandia. Voilà. On est un peu dans la même philosophie, je ne vois pas de Bennett, mais bon, Ketchaldé aussi. Voilà, c'est dans l'idée d'être chaldé, quoi, de sortir vraiment de la propriété individuelle. Voilà. Et l'idée de la ferme, c'est pour participer aussi, voilà, de pouvoir. Donc, on est parti pour l'instant sur des poules pondeuses, du maraîchage et des fruitiers, sur des arbres, quoi. Et c'est aussi pour participer à notre avec nos modestes moyens à la souveraineté, à l'autonomie alimentaire du territoire. Voilà.
Merci. Merci beaucoup Valérie. Après, si vous avez des questions à la fin, lorsque tout le monde aura parlé, vous pourrez poser des questions sur ces deux projets. On va enchaîner avec la personne suivante. On va peut-être rester aussi encore une fois du côté habitant, du côté projet, et parler de quelque chose qu'on a vu dans la vidéo. Avec Michel, là on a encore un exemple d'habitat participatif, mais qui va être ici vraiment pour les seniors, donc pour une catégorie prédéterminée. Qu'est-ce qui différencie finalement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus quand on est sur un projet qui va viser des seniors? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, Michel, s'il vous plaît? Oui, merci bien. Bon, donc je parlais de la solitude là au démarrage, et c'est vrai que à ce processus de vieillissement, il nous a semblé que l'habitat participatif correspondait bien à quelque chose de plus dynamique pour nous. Alors effectivement, c'est un moyen de conserver son autonomie, la maîtrise de ses décisions et de son libre arbitre, et de vieillir dans de meilleures conditions, dans les meilleures conditions possibles, et surtout de rester acteur de sa vie. Ensuite, cet environnement stimulant va, enfin nous espérons, hein, c'est dans cet esprit-là qu'on a décidé de se lancer dans ce projet. Disons que de cet environnement pourra nous permettre de prolonger les capacités d'autonomie, les capacités d'autonomie sociale, économique et citoyenne, grâce à l'entraide, à la solidarité, au partage, la convivialité, tout en respectant bien entendu l'intimité de chacun. Alors nous avons les valeurs que l'on trouve partout dans les habitats participatifs, le partage, l'entraide, la solidarité, la confiance, l'ouverture à l'autre, le respect de l'identité de chacun et la liberté de conscience et de croyance. Voilà. Alors donc, pourquoi pas avoir choisi un habitat intergénérationnel? Eh bien, c'est que notre souhait est de rester le plus longtemps possible dans cet habitat. Et donc, naturellement, bon, j'aborde un sujet qui n'est pas très gai, mais forcément, nous allons vieillir et probablement avoir des problèmes de handicap physique. Disons que la limite que l'on s'est donnée par rapport au départ de cet habitat participatif, c'est quand il y aura un handicap mental, où on ne pourra plus être vraiment autonome. Alors donc, étant donné qu'on sera, on espère, le plus vieux possible, on n'a pas voulu peser sur les générations plus jeunes. Parce que, bon, c'est bien, on peut aider les jeunes, garder les enfants, aide aux devoirs, en fait, tout ce qui se fait classique. Mais c'est vrai que les jeunes, bon, on se dit que si on est vraiment, bon, si on a oublié telle et telle chose, la personne qui est chargée de nous aider, bon, ça va être une charge supplémentaire. Donc, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on se débrouille entre nous. Et on a la chance d'avoir un écart d'âge d'une vingtaine d'années à peu près entre les habitants. Et je pense que ça permettra de répartir l'entraide. Voilà, ça sera moins lourd que si on fait appel à des plus jeunes. Alors, dans notre projet, naturellement, l'ouverture sur le quartier et les associations existantes évitera une vie, un entre-soi égoïste. Parce que c'est vrai que ça semble un petit projet comme ça. Voilà. Bon, parce qu'on veut rester impliqué et curieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quand est-ce que le projet, vous avez prévu de... Alors, disons que ce projet a démarré, disons, début 2018, avec l'idée qu'on entrerait dans cet immeuble en 2021. Bon, nous sommes en 2021 et rien n'a démarré. Voilà, donc maintenant on nous promet pour 2023. Parce que c'est un immeuble qui se trouve dans une partie
dans un quartier de Bayonne très privilégié, il faut reconnaître, mais nous sommes entourés de voisins. Et forcément, les constructions parmi d'autres immeubles existants sont toujours plus délicates. Là, il y a des problèmes de recours, voilà. Ensuite, cet immeuble va être construit avec un autre organisme que le COL, qui va construire un immeuble de 45... combien 30 logements. 30 logements, et donc il faut harmoniser la construction de 2 immeubles. Donc ça prend aussi un peu plus de temps. Alors donc on espère qu'il y aura des engins peut-être d'ici la fin de l'année. Des engins sur le terrain. Voilà. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on a constitué le groupe, disons quasi définitif, fin 2018 à peu près, et que, bon, il y a eu des allées et venues, forcément, des personnes qui étaient intéressées, qui sont parties pour des raisons diverses, mais il y a un noyau stable de 14 personnes, donc on a 15 appartements, il ne reste plus qu'un seul appartement à pourvoir. Voilà. Et donc, ce groupe, ce noyau, malgré le handicap du Covid, qui fait qu'on n'a pas pu se réunir, etc., reste très solide. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important et de très positif pour le futur. Voilà. Et j'avais posé une petite question pour avoir une précision. On a entrevu dans la vidéo que vous avez l'air quand même d'être tous assez impliqués du coup dans la construction, savoir comment ça se passait. Quel est votre degré d'implication Alors, le degré d'implication, c'est qu'on a pu déjà choisir le type d'appartement qu'on voulait. On a pu, disons, même composer l'appartement. On a donné tous nos désirs. On a été accompagnés pour ça. Et donc, les architectes, qui sont 2, ont essayé de répondre le plus possible à nos demandes. Et en général, on est quand même très satisfait parce que c'est vrai qu'on a le principal de ce qui a été demandé. Donc, on est intervenu dans la composition de l'appartement, la composition de l'immeuble, forcément, les parties communes qu'on désirait. Et puis, disons que tout ce qui est construction, naturellement, là, on aurait préféré quelque chose de plus écologique, mais ça revient beaucoup plus cher actuellement, ce qui fait que on suit ce qu'on nous a proposé dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Michel. Donc c'est bien, on va pouvoir faire une transition du coup avec la participante suivante qui va être Nathalie Torrejon, qui est l'architecte d'un projet participatif qui est en train de germer, là, dont on a parlé ce matin. Donc, beaucoup d'entre vous étaient déjà là ce matin, mais certains n'étaient pas là. Pour cela, Nathalie va rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Donc, l'Oasis du Tendre Vert, il y a 9 familles qui sont impliquées pour le moment, il y en aura un peu plus par la suite sur ce projet-là. Posez toutes mes questions d'un coup, comme ça on ne va pas faire d'aller-retour avec le micro. Ce que j'aimerais que vous nous racontiez, Nathalie, déjà quelques mots sur le projet. Et surtout, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'architecte d'avoir face à vous un collectif avec 9 familles? Donc, est-ce que vous avez 9 clients? Comment est-ce que vous travaillez pour essayer de trouver quelque chose qui convient à tout le monde? Comment ça se passe de ce côté-là? Et quand on a discuté un peu ensemble l'autre jour, vous m'avez dit ce travail avec les familles, ça a vraiment nourri notre imaginaire. C'est vraiment sympa d'entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a impliqué concrètement pour vous dans la mise en œuvre du projet, des plans? Je crois que pour vous répondre à tout ça, vous avez un petit document que vous nous avez préparé que Gis va pouvoir mettre en ligne. Donc, je vais vous passer la parole. Donc, on va commencer par nous redire ce que c'est l'Oasis du Tendre Vert. Et ensuite, je vous laisse dérouler la suite avec cette vision d'architecte. Alors effectivement, j'ai quelques images pour illustrer mes propos, sachant qu'on est effectivement au tout début du projet, donc il n'y a pas énormément d'images à proposer, mais pour comprendre le projet, alors déjà c'est un projet très local puisqu'il se situe à Mardos. On le voit en bleu
au milieu de la carte, de la partie urbanisée, donc on est dans les coteaux par là. Je suis un peu dans la salle. C'est pas là? Oui, voilà. C'est ça, là. On peut peut-être passer l'image d'après. Ah bon, oui. Donc là, un zoom sur le terrain, c'est sur cette base-là que je vais vous expliquer un petit peu le projet. Donc c'est un terrain assez important, la partie constructible est en haut. Et donc en fait, nous, on est arrivés, ça faisait déjà quelques années que le collectif travaillait sur ce projet, avec un collectif qui s'est étoffé au fil du temps. Et leur projet, contrairement justement à ce que disait ma voisine, c'est intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir sur les projets. C'est que là, c'est un projet purement écolo, avec des engagements très, très, très forts à ce niveau-là. Et quand on parle d'un projet, pour moi, écolo-environnemental, ce n'est pas juste le choix des matériaux ou une réflexion autour de ça, mais c'est vraiment sur aussi comment on vit ensemble. Sur ce projet, pour moi, tous les curseurs sont poussés au maximum, à tous les niveaux, comment on vit ensemble, comment on partage, quand je dis comment on vit aussi sur le site, c'est que c'est un écolieu. Donc, il y a 9 familles qui sont coopérateurs dans le projet qui vont vivre sur place, mais ils ont prévu 12 logements pour qu'il y ait 3 logements qui soient mis en location, 2 pour des courtes durées, pour des personnes qui auraient envie de venir voir comment ça se passe. Et donc, 1 en courte durée et 2 sur des séjours plus longs. Donc, tout le monde n'est pas acheteur sur le site. Ensuite, il y a une partie de bâtiments d'espace collectif, comme on a pu le voir sur les autres projets, mais c'est aussi un projet dans lequel ils installent un tiers-lieu pour des personnes qui travaillent sur le site, qui habitent là, mais qui vont travailler là, mais aussi qui soient ouverts sur le village pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir. Et enfin, c'est un lieu sur lequel il va y avoir de l'agriculture pour viser le plus possible l'autonomie, donc l'autonomie alimentaire, mais aussi l'autonomie énergétique. Donc, il y a vraiment toute une réflexion qui est menée autour de ça. Donc, la réflexion, on est venu, il y a une maquette qui avait été faite par un architecte qui avait travaillé avec nous, qui nous a passé le relais. Ça se passait très bien avec cet architecte-là, simplement il est parti vers d'autres horizons. Et donc, on a continué son travail en reprenant le projet tel qu'il l'avait laissé. Et ce qui est intéressant dans leur projet aussi, c'est que ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus. Donc, il y a une réflexion qui s'est construite au fil du temps. Nous, on n'arrive pas en disant on va tout faire. Par contre, ils ont beaucoup travaillé. On reprend tout le travail qu'ils ont fait et on apporte notre regard d'architecte pour développer les bâtiments et pour aller un petit peu plus loin. Donc, ça commence sur une réflexion sur l'implantation des bâtiments et sur l'implantation aussi des voiries, avec ce qu'on voit, donc la route, la voie d'accès est en haut, la partie logement qui va être plutôt sur cette partie du site, et le bâtiment en demi-cercle qui sera le tiers-lieu, où on sépare quand même la partie résidence de la partie extérieure, donc une partie peut-être plus privée des gens qui habitent là et plus ouverte sur le village, avec l'impact minimum des voiries, puisque les véhicules ne rentrent que sur les parties grises, donc une entrée-sortie en dessous du R pour les logements, et l'autre pour le tiers-lieu, avec là où on a les lettres, donc c'est le parking des résidents et le parking des visiteurs. Les voitures, sauf pour des raisons de service, ne rentrent pas sur le reste du site, elles restent là. Et par contre, tout le reste, c'est des voies piétonnes, des voies douces, qui peuvent bien évidemment, pour des questions de service, de sécurité, être empruntées par les véhicules, mais qui, la majorité du temps, ne fonctionneront pas avec des véhicules. Donc maintenant, je vais répondre à votre question sur qu'est-ce que ça change. Ça change qu'effectivement, on a 9 clients pour lesquels on a essayé d'aller travailler le plus possible avec eux sur quels sont leurs désirs et quels sont leurs souhaits, comme s'ils les construisaient pour eux-mêmes. Mais ils avaient déjà quand même beaucoup travaillé sur leur projet collectif. Et ce qui a été très intéressant pour nous quand on est arrivé à ce moment-là, c'est que finalement, ils nous ont tous dit, quand on a fait ces entretiens, ça a duré sur 2 jours, on a vu toutes les familles, plus une autre rencontre collective. Ils nous ont tous dit, mais on a tellement travaillé sur le projet collectif qu'on avait presque oublié de parler de nous et de nos envies à nous, et vous nous donnez cette opportunité-là. Et donc, on a vécu déjà un moment très, très chouette.
Et donc, suite à ces rencontres, là, c'est voilà, Pierre et Laure et leurs enfants qui nous ont expliqué ce qu'ils voulaient, comment ils vivaient. Et donc, on a retranscrit en principe de caractéristiques pour garder la trace de ce qu'ils nous ont dit. Et donc, l'image d'après, c'est la synthèse. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, de la discussion collective, qui a été un moment fort aussi, où justement, après avoir vu chacune des familles, on les a interrogés sur, collectivement, qu'est-ce qui émerge de votre projet. Ne prenez pas vos notes, ne revenez pas sur ce que vous avez écrit depuis 2 ans, mais dites-nous là, à l'instant T, qu'est-ce qui émerge de votre projet collectivement. Et on en est arrivé à poser ce terme de diversité heureuse qui nous paraissait vraiment décrire leur projet. Et ce qui est intéressant, quand on a interrogé chacune des familles, ils avaient le programme pour l'idée générale, mais après, si, ils disaient, moi, je veux tant de chambres, je veux telle surface, mais vraiment, comment ça s'incarnait, dans quel bâtiment, ça n'y était pas. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Et finalement, quand on a interrogé les 9 familles, on s'est rendu compte que sur les 9 familles, il y avait 7 logements qui étaient relativement typiques, on va dire, qui pouvaient presque être interchangeables, mis à part qu'il y en a un qui voulait du duplex, d'autres qui voulaient plutôt du plein pied, mais globalement qui étaient assez typiques, et 2 qui étaient complètement atypiques, on a appelé la maison écureuil et la maison serre, dans la manière qu'ils avaient de proposer leur logement. Et dans la proposition qu'on a faite, c'est d'essayer de répondre le plus possible aux demandes de chacun, sachant que dans l'idée de la mutation éventuelle du logement, les typiques, ils resteraient typiques à l'avenir, et les 2 qui sont particulièrement différents pourront aussi plaire à des personnes, parce qu'on sait aussi que la typicité peut plaire aussi. Donc ce mélange entre les 7 typiques, les 3 en location et les 2 atypiques, ça crée un mélange qui n'était pas inintéressant et qui pouvait être pérenne. Et après, on s'est interrogé, ils avaient posé de base la question de Lecce. Chaque bâtiment, ils parlaient tout le temps, c'est Lecce 1, Lecce 2, Lecce proche, Lecce loin. Et donc, on s'est dit, mais alors, c'est sympa d'avoir 9 propositions, on veut essayer d'y répondre le plus possible dans ce qu'ils demandent, tout en ayant quand même une réflexion sur, on doit faire quelque chose d'homogène, on n'est pas n'importe où, on est à Verdos, on doit être bien vu dans le paysage, pas bien vu, surtout être bien impactant, bien visible, bien impactant dans le paysage. On connaît les PLU, on connaît les obligations. Ceci dit, nous, ça ne nous pose pas de problème parce que ça fait des années qu'on travaille sur le principe de l'architecture vernaculaire comme modèle d'architecture bioclimatique. Si on regarde un petit peu comment les anciens ont construit l'architecture, ils étaient dans la sobriété, dans l'économie de moyens, dans ce qu'on appelle un peu le bon sens. Et si les maisons basses, quand on regarde comment elles sont orientées, elles sont toutes tournées vers l'est, un peu sud-est, en façade principale, avec des grands débords de toit sur cette partie-là, alors qu'à l'ouest, on va plutôt se mettre au ras de la façade, avec les couvertures à 2 pans qui tombent bien vers l'ouest pour protéger ces façades qui sont sous les vents dominants. Enfin, il n'y a qu'une logique de bon sens, d'orientation des maisons et de construction. On s'est dit, c'est intéressant de toute façon de repartir de là pour proposer le modèle, mais ce qui est particulièrement intéressant sur Lecce, on le voit là, c'est que cette fameuse façade est ou sud-est, qui est très bien orientée, je ne reviendrai pas sur le principe de l'architecture bioclimatique qui laisse entrer le soleil en hiver et se protège en été, on voit que sur cette façade est, il se passe souvent plein de choses, des escaliers, des ouvertures, des fois des balcons, et souvent, elles sont tramées sur 2, 3, voire 4 trames, avec la dissymétrie qu'on retrouve souvent. Alors on est plus sur la bourdine que pour rester sur le modèle. Mais finalement, ça se prêtait bien à notre proposition. Vous avez vu la maquette. Pour complexifier quand même les choses, on n'est pas sur un terrain plat. Donc en plus, on a cette pente qu'il fallait gérer. Ce serait trop facile si on pouvait orienter les bâtiments en plein sud ici. Non, le sud, il est là, donc il faut qu'on se mette perpendiculaire à la pente. Donc, on s'est dit, c'est pas inintéressant et on peut passer à l'image d'après, s'il te plaît. Non, celle d'avant. C'est qu'en fait, si on reprend ce principe de Lecce, de la maison basque avec ses 3 trames et la couverture asymétrique,
Ça nous permet de venir s'installer tranquillement dans la pente avec, comme nous dit le PLU, R+1 plus comble, on ne peut pas aller au-delà. On reste sur le R+1 plus comble sur la partie haute et sur la partie basse. On peut enterrer en sous-sol toutes les parties qui nous demandent de frigo naturel, de réserve, voire de buanderie, dans les parties donc, qui sont sous la partie haute. Et on peut jouer sur chacun des 3 bâtiments, sur la trame, à la fois sur la largeur de la trame, sur les niveaux de plancher qui peuvent bouger d'un bâtiment à l'autre, puisque chaque trame est autonome d'un point de vue structurel. Et on peut aussi jouer sur la profondeur du bâti, ce qui nous donne une liberté de volume et de surface à l'intérieur, qui, on le voit avec les couleurs, mais nous permettent de venir articuler toutes les demandes particulières des différents habitants, ceux qui veulent des plain-pieds, des duplex, ou par exemple, on voit la maison écureuil à gauche, qui elle va être toute petite sur une surface et très haute, dans lesquelles on a des plateaux qui vont venir permettre de créer des petits coins. Donc, c'est finalement, en revisitant la maison basque, à la fois, ça va être assez simple pour nous parce qu'on reste dans les contraintes du PLU. On nous dit, le PLU, contrainte, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ben, c'est une manière de s'affranchir du PLU et au contraire de rester Et en plus, ça nous permet de répondre à ces demandes particulières des habitants. Et après, ben, à l'occasion, on pourra discuter de tout le volet environnemental du projet parce que ça déborde ce cadre-là, mais c'est très, très, très important dans leur projet aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a des pans vraiment super intéressants dans ce projet. On peut en parler pendant des heures. Mais là, on va, comme on a un temps assez limité, on va passer à la suite. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, de la même manière, à la fin de la présentation, ceux qui ont des questions pourront les poser à Nathalie. Et on va passer maintenant à... On est toujours un peu de ce côté-là, à Sonia, qui disait tout à l'heure, quand on parle d'habitat, on ne parle pas que de logement. On parle de plus encore. Donc, pour illustrer ça, vous allez nous parler d'un projet à Amandine qui est en train de se mettre en place. Je vous laisse la parole. Oui, en effet, les projets dont je vais vous parler ne concernent pas le logement, ils concernent l'habitat d'une manière générale, donc le lieu où on habite. C'est un projet ambitieux pour une petite commune de 200 habitants, mais qui est commencé il y a 2 ans, voire même 3, on a eu le Covid qui est passé par là, et qui a vraiment réveillé ce village. C'est un projet qui illustre vraiment la démarche de Tekio, avec les travails collaboratifs de ses adhérents et les valeurs de Tekio aussi. Donc, je vais peut-être, avant de présenter le projet, de passer les films. Ah, pardon. Hein, comme ça, c'est très court. Je demande de m'excuser parce que c'est fait avec les moyens de Tekio, petite coopérative de 5 personnes. Mais je pense qu'il illustre bien ce que les maires, pensent de ces projets. Et en faisant ce film, je vais même dire qu'on a découvert beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues avant, entendues avant. Vous menez aujourd'hui un projet à Mendit qui est très ambitieux. Est-ce que vous pouvez revenir sur la démarche et nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? L'ambition de départ était faible puisqu'on souhaitait faire un fronton à Mendit en travaillant grâce à Tekio et à la démarche participative et collaborative aussi avec tous les villageois. Petit à petit, le projet a pris de l'ampleur et d'autres besoins sont apparus. Ces nouveaux besoins dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ils sont apparus? Ben en fait, on a questionné un peu les villageois pour connaître vraiment leurs besoins, car à l'origine, vraiment, c'était que la création d'un fronton. Donc, on a voulu quand même avoir leur ressenti. Et donc, au final, on se retrouve avec beaucoup plus de besoins au niveau du village concernant l'implication des jeunes, des personnes âgées et d'autres villageois. C'est pour cela qu'on a décidé un peu de suivre ce chemin de la participation des villageois, les intégrant dans le projet en lui-même. Comment s'est fait la participation des habitants ?
Alors, elle s'est faite en plusieurs temps, notamment tout d'abord par des entretiens, par un groupe de personnes sur des sujets particuliers, la pétanque, les bénévoles du rugby, etc., pour bien définir avec eux les différents besoins. On a fait ensuite une première réunion publique. Le village était invité pour définir et partager le projet tel qu'il avait été constitué en fonction de leur retour aussi. Et on a eu une deuxième phase où on a travaillé justement à la définition des différentes parties de ce projet, des zones, parce que du coup il inclut tout le centre du village. Et une dernière réunion publique a eu lieu l'été dernier pour valider tout le détail du projet. Et maintenant la participation va se faire au travers de commissions qui vont définir le fonctionnement, la gouvernance, l'usage qu'on aura des différentes zones du projet et l'usage des équipements aussi qu'on mettra en place. Au-delà du projet, on a remarqué que beaucoup de choses sont en place au niveau du village grâce à tout cet accompagnement. Beaucoup d'initiatives sont mises en route. Un exemple, cet été, nous avons pu faire, grâce aux jeunes, le repas des villageois. Nous avons pu faire plein de petites activités. Nous pouvons remercier Tekio pour juste son engagement et cette aide pour ce changement de vision au niveau d'une municipalité. Je vais reprendre la dernière phrase de Monsieur le maire, qui merci Tekio pour ce changement de vision sur un village. Je n'ai pas aussi loin de ce que fait Tekio pour la commune, mais c'est vrai que notre travail est celui d'arriver et bousculer un peu et faire comprendre aux petites communes, parce qu'on travaille que dans les petites communes, que tout est possible et qu'on peut évoluer, on peut avoir d'autres projets ou programmes à mettre en place, autre que celui que vous avez imaginé au départ. Alors, c'est le suivant. Donc, comme me dites, pour ceux qui ne connaissent pas, il est à loin de Molion, à 10 km de Molion, petit village, de 200 habitants, comme je l'ai dit, charmant, serein et calme, peut-être un peu moins calme depuis que nous sommes arrivés. Donc, pardon. Le projet a commencé, on s'est dit ça, on était appelé, j'étais appelé par la maire, on dit ça, on s'est cédé un terrain et on voulait faire un fronton. Donc, le terrain qui est juste à côté de la mairie, là vous savez, la mairie, là, en point numéro 1, vous avez la mairie, et le terrain il est juste là-haut, à côté de la mairie. Et donc, le maire nous dit, on aimerait bien faire un fronton là-dessus. Donc, la première question que je lui ai posée, c'est pour qui ce fronton? Il me dit, c'est pour les habitants. Donc, lui, il faudrait le consulter pour savoir si le fronton, ça leur convient là, à côté de la mer. On est parti comme ça, il était au chantier, et on est parti pour consulter les habitants et voir ce qu'ils voulaient faire. Bien évidemment, nous sommes une coopérative qui réunit les architectes et les urbanistes, donc ça ne nous a pas empêché de jeter un œil sur la partie urbaine de Mendy, sur ses potentialités et ses contraintes. Et on a bien évidemment détecté que la commune de Mendy avait énormément d'équipements et de très bonne qualité. Ça, c'est la première chose. Équipements dans la qualité et l'ampleur, la mairie n'était pas consciente de ça. Vous pouvez passer le suivant. Donc, on s'est lancé à enquêter auprès des habitants. Là, vous ne la reconnaissez pas. Avant, juste avant. Oui, ça passe tout seul. Ah, ça passe tout seul, oui, excusez-moi. Donc, les habitants, puisqu'on a commencé par faire cette balade urbaine, on a Dali qui est à côté, nous a aidé, Dali qui fait partie des tuyaux, et on a réveillé des souvenirs, des usages, des souhaits des habitants, pour pouvoir vraiment préparer d'abord un pré-programme, ce qu'on appelle un pré-programme. Donc, c'était riche au retour de la part des habitants. Tu peux l'arrêter là parce que je... Oui, t'inquiète. Donc, on était loin de s'imaginer comment ce projet allait fédérer tous les habitants. Ce qui était devenu un fronton, ce qui était au départ un fronton est devenu un projet des villages, un projet qui a fédéré et qui a vraiment fait une émulation au niveau de ces villages. Donc, on a fait des rencontres, on a fait des réunions,
on a enquêté, je ne dis pas toute la population, mais en tout cas un peu tous les âges, tous les acteurs de ce village. Petit à petit, ils se sont proposés pour apporter non seulement pour apporter des compléments sur le programme qui était plus ou moins évoqué au départ. Et non seulement ça, ils se sont vraiment emparés de ce projet, puisqu'ils sont allés vraiment très loin, à proposer des manifestations, des activités nouvelles, et aller très très loin de ce qu'ils pourraient faire ces lieux. Alors, c'est un projet qui au départ a eu du mal à démarrer, bien évidemment, qui s'imagine qu'on va faire dans un village de 200 habitants un lieu de vie de 27 000 mètres carrés, qu'une commune, comme on dit, peut arriver vraiment à réaliser et à penser que c'est possible. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, donc comme je le disais, tout le monde s'est de ces projets et on est aujourd'hui très soutenu vraiment par des financeurs publics donc de la région, du département, de la communauté d'agro, et bien évidemment, particulièrement, ça c'est évident. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec eux, on a fait un programme. Avec eux, aujourd'hui, on a établi quelle sera la gouvernance et de quelle façon eux, ils vont participer pour animer ces projets, pour les faire vivre, pour la gestion quotidienne. Les projets aujourd'hui, bien évidemment, on ne les pas réalisés. On est dans un timing début des travaux en février prochain. Et entre-temps, ce que disait le maire dans son discours, c'est que ça a tellement créé de l'animation et de l'illumination à l'intérieur avec ces habitants qu'ils sont déjà en train de mettre en place un certain nombre de manifestations et d'activités qui verront la suite sur le projet une fois réalisé. Donc, alors, je parle du projet, mais c'est quoi ce projet? Là, vous voyez la zone sur laquelle on les fait. C'est une zone, ça c'est une photo du lieu, qui est d'une qualité paysagère magnifique, dans 7000 mètres carrés, comme je le disais. Ça, c'est la ferme qui va être réhabilitée, où il y a un logement actuellement. Et le reste aujourd'hui, certes, puisqu'il est en train de développer, bien évidemment, c'est l'activité principale de ces lieux aujourd'hui, et qui va être complètement transformé pour recevoir cet aménagement avec des activités multiples. Je finirai juste dans les grandes lignes avec ce que c'est que ce projet, c'est-à-dire sur les 27 000 mètres carrés, nous faisons un fronton, qui était la demande initiale, qui était demandée par les médicotards parce que c'est lié à l'identité basque. Et ils considéraient tous qu'il n'y a pas de fronton, donc on n'est pas dans un village basque, bien évidemment. Il y a le Tricopaya qui est, je disais tout à l'heure, réhabilité, où il y aura une salle de réunion, bien évidemment, une salle de réception qui amènera de l'activité économique à Mendit. Mais il y a aussi le premier étage où il y a une salle d'exposition, puisque l'artiste peintre qui habite à Mendit, ou qui travaille à Mendit plutôt, va réaliser là l'exposition. Et il a mis en place avec l'école primaire un programme éducatif liant les dessins et l'analyse de la flore et la faune. Donc, vous savez bien évidemment les stades de rugby, vous savez une zone de détente et des pique-niques puisqu'on est au bord du Gave, au bord de cette saison. Et vous savez aussi des terrains de pétanque là-haut qui seront faits par les habitants avec un chantier participatif. Donc, aujourd'hui, au mois de décembre, il y aura sûrement les nettoyage de berge du Gave et on commencera pour faire tout le travail participatif. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Le financement, il est presque
on n'est pas loin de l'obtenir. On est à 80% de financement et les 20% pour la commune sur un budget de 700 000 € environ. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sonia. On va un peu déborder. On a commencé un peu en retard déjà, donc et on va peut-être quand même un peu déborder pour laisser le temps à tous ceux qui sont là pour les questions que vous avez, donc pour nos 4 intervenants. Je précise aussi qu'il y a Éléonore qui est là-bas, qui est une des habitantes de l'Oasis du Tendre Vert. Donc, de la même manière, vous pouvez aussi poser des questions qui peuvent lui être adressées. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un des intervenants? Je vais venir vous faire des allers-retours. Si, parce que en fait, les personnes qui sont par Zoom n'entendent pas. Ah, voilà. Pardon. C'est pas grave. Je voulais poser une question à Nathalie sur pour avoir travaillé sur les fermes existantes. On a une très belle façade sud-est, prend la lumière, mais on a une très grosse profondeur et j'ai beaucoup de difficultés à ramener la lumière à l'intérieur. Et j'ai rapidement vu le projet là, mais effectivement, c'est parti du travail, ce que vous en montrez, c'est intéressant. Mais j'aimerais savoir comment tu vas pouvoir faire rentrer sur la partie centrale, puisque tu avais 3 trames, la lumière à l'intérieur de cette partie centrale. J'espère que dans quelques mois, je pourrai répondre en tenue à ta question, parce que ça fait encore partie de nos interrogations. Tu as tout à fait raison. Après, effectivement, je peux rentrer dans le détail du projet, mais on a la plupart des logements qui sont sur 2 trames, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et on est sur des petits logements d'une manière générale, donc on va essayer de ramener le plus possible les pièces sur cette fameuse façade est-sud-est. Et on aura plutôt la partie desserte technique sur la partie arrière où on va retrouver les pièces mutualisées, mais je n'ai pas encore tout à fait la réponse. D'accord. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois qu'il y a une question là-bas. Évidemment, c'est au bout de la salle les questions. C'est une question pour Valérie. Dans votre projet de ferme collective, vous situerez où et combien de familles sont intéressées par ce projet? C'est une ferme que vous allez racheter, aménager vous-même, il y a des combien de familles? Merci. Alors pour l'instant, on est 5 foyers. On n'a pas encore le lieu. On a peut-être une idée, mais rien n'est assez avancé pour en parler maintenant. Et donc, d'où la contrainte de trouver une ferme, surtout des terres au Pays Basque, c'est un combat déjà. Donc là, on n'a pas encore fixé de nombre maximum, je me trompe, maximum, on a une limite ou pas? Non, on ne sait pas vraiment encore. Après, on est une majorité à venir de l'habitat participatif et nous, notre souhait aussi, ça serait le plus possible de rénover de l'existant, de partir sur de l'ancien et d'avoir, d'être le plus résilient possible et d'avoir une empreinte la moins importante possible sur les terres, quoi. Oui, je pense que il y a la réponse à la question. Vous connaissez le projet d'Ilisari? Ça ressemble un peu. Oui. Je répète. Oui. Ilisari. Oui, on les connaît. C'est l'un des avantages de l'ESS, c'est que les projets se connaissent, oui, se rencontrent. Les personnes se connaissent entre elles, se rencontrent. Peuvent se rencontrer et s'inspirer les unes des autres. Exactement. Je crois qu'il y a une autre question ici. Non? Oui. Non, parce qu'on est quand même dans l'ESS. Enfin, Oui, c'est juste un témoignage de. Alors, j'habite à Terra-Arte, je suis la dernière arrivée dans la résidence. Et c'est pour témoigner aussi du fait que les habitants peuvent travailler collectivement pour aboutir à des objectifs
d'habitat participatif, mais les bailleurs sociaux peuvent aussi travailler collectivement. Donc j'en suis la preuve vivante. J'étais un petit déchet sur pattes il y a 5 ans, quand Habitat Humanisme, j'ai rencontré Habitat Humanisme qui m'a du coup choisi pour intégrer le logement qu'ils avaient acheté à Terre-Arté. Donc le COL est constructeur, Habitat Humanisme est propriétaire de ce logement. Et ils ont sous-loué à Solia, qui était donc le bailleur avec qui je gérais moi au quotidien, donc plus moi. Et donc ces montages-là aussi ils permettent à des personnes qui parfois ont eu des déviations ou des accidents dans leur vie de se reconstruire. Et l'habitat participatif, c'est quelque chose qui est hyper précieux dans ce côté-là, quoi, de permettre à des gens de se reconnecter à un collectif et de repartir sur de bonnes bases et de savoir qu'on peut compter sur ses voisins pour le quotidien ou pour d'autres objectifs. Et du coup, Terre-Arté, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a fait des visios à cause du Covid pour proposer nos retours d'expérience à des habitats participatifs qui se montent. Donc, on a lancé ça au sein du pôle, où en fait, les gens qui sont en train de monter des projets nous posent des questions. Et nous, bon, on dit comment nous on a fait. C'est pas forcément toujours la meilleure façon, mais en tout cas, on y a réfléchi et on connaît les avantages et les inconvénients de chaque décision. Voilà. Merci beaucoup pour cette témoignage. Encore une autre vision. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une toute dernière question, s'il y en a une, avant de passer à la table ronde suivante. Est-ce que, ben voilà, il y a une dernière main qui se lève. Alors, c'est peut-être pour faire la transition. Donc, moi, j'interviens au niveau de l'Oursindia et donc plus particulièrement au niveau de la terre agricole et des projets agricoles qui voient le jour sur les terres agricoles du Pays Basque. Et, il y a une grosse tradition. On a parlé de laitier, par exemple, en termes de tradition, mais il y a aussi une grosse tradition agricole qui s'inscrit dans des grandes fermes, avec des brebis, avec de la fabrication de fromage, avec de l'élevage, qui sont aussi des pratiques très utilisatrices de terre. Et ça a aussi son pendant d'intérêt en matière d'aménagement et d'entretien de l'espace, des espaces naturels et forestiers ou même agricoles. Il n'empêche qu'aujourd'hui, des histoires des projets de vie et d'habitat, comme l'Oasis du Tendre Vert, réinterpellent, comme l'Ouartia, réinterpelle le monde agricole sur ses capacités à imaginer quelque chose d'autre pour les générations futures. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Et il faut avoir beaucoup d'alliés pour pouvoir avancer sur la partie agricole quand on n'est pas ni de famille paysanne, agricultrice et qu'on n'a pas forcément un projet qui est dans le cadre de référence de ce qu'est l'activité agricole aujourd'hui, bien déterminé par la dotation jeunes agriculteurs, par la PAC, et donc c'est aussi un nouveau défi, mais c'est quelque chose qui est, à mon sens, très criant aujourd'hui, où il y a des gens qui frappent à la porte des instances agricoles, qui ont envie de faire des choses, et bon. On les attend, je crois que le monde agricole les attend aussi au tournant, parce que je me souviens très bien de l'achat des terres agricoles de l'Oasis du Tendre Vert, qui ne sont pas achetées d'ailleurs. Qui ne sont pas encore peut-être achetées. Ce sera une location pour l'instant. Mais du coup, le monde agricole lâche un petit peu sur ça, mais se dit oui, mais on a peut-être fait une erreur en fait. On n'aurait peut-être pas dû accepter. Et donc, il faut vraiment que ces projets-là, sur leur volet agricole, aboutissent pour que ça soit vraiment une possibilité d'utiliser aussi la terre agricole autrement.
Tu peux faire un commentaire Nathalie, bien sûr. Par rapport à cette question du volet agricole du projet du hameau de l'Oasis du Tendre Vert, ce matin, j'étais en réunion avec la personne qui gère la commission permaculture sur le thème construction, enfin logement agriculture, logement permaculture. Et ce qui est intéressant dans le projet, quand je disais ils poussent les curseurs un petit peu tous très loin, c'est qu'on est sur un bâtiment qui va être le moins impactant possible, ça rejoint ce que tu disais aussi. Et le lien entre le logement, la construction et la production agricole, en tout cas visant l'autonomie alimentaire du site, va être poussé aussi très très loin, puisque c'est pour ça que je parlais de projet environnemental qui ne peut pas être déconnecté du reste du projet, parce que ce matin, on réfléchissait à comment on gère, on a des toilettes sèches, comment on sépare les urines et les selles pour récupérer tout ça pour amender le jardin, comment on traite du coup les eaux grises avec des systèmes alternatifs, comment les eaux de pluie vont ruisseler sur le terrain pour venir alimenter aussi toutes les zones de culture. Sauf que l'étude de loi sur l'eau qui a été faite en amont, il va falloir peut-être faire bouger quelques lignes pour voir si réellement elle nous autorise à faire ça, mais on va avoir un argumentaire qui est tellement béton, qui est tellement logique, qu'on est tous prêts, et nous, à aller à monter au créneau pour faire avancer ce projet-là, parce que c'est un projet global. Si on enlève la moindre partie du projet, il ne tient plus aussi bien la route, quoi. Merci Nathalie, et effectivement, ça nous fait une belle transition pour la table ronde suivante. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, ou sinon si on clôt cette première table ronde avant de passer à la suivante. Merci beaucoup à nos invités pour leur témoignage. Attendez avant de partir. Oh, il a chiqué.